Mes chers collègues, bonjour. Donc, lors de cette première réunion de la journée, réunion de notre commission, nous allons examiner le rapport de la mission d'information sur les conditions d'exercice par les caisses d'allocation familiale de leur mission. Avant de donner la parole à son président, Francis Vercamer, et son rapporteur, Christian Hutin, je souhaitais d'ores et déjà me féliciter et les féliciter de l'excellent travail réalisé. L'atmosphère de travail a été, je le sais, excellente. C'est exemplaire de la manière dont les travaux de contrôle doivent se mener. C'est ainsi que la parole de notre commission, me semble-t-il, peut le mieux porter. Mais je cède tout de suite la parole à Francis Vercamer, le président de la mission, pour qu'il puisse nous présenter le contexte de celle-ci. Ensuite, le rapporteur qui développera le constat et les propositions de la mission. Merci Madame la Présidente. Les gens du Nord ont dans le cœur la volonté, comme l'a fait le Président, de remercier aussi oui, et Nicomassias, les gens du Nord ont dans le cœur la volonté de remercier aussi nos administratrices qui nous ont accompagnés durant ces 6 mois. Et moi, je tenais à remercier Stéphanie Thomas et Claire Vaudois et Guillaume Pazin qui nous ont accompagnés avec beaucoup d'expertise, de sympathie, de compréhension et de belle capacité d'analyse pour nous accompagner dans l'ensemble de nos déplacements et puis nous aider dans ce rapport. Un grand merci. Dire aussi, comme l'a dit Francis, comme l'a dit le président Vercamer, la bonne ambiance, une ambiance de travail, une ambiance de travail conviviale, mais conviviale républicaine. Les centres sociaux, Francis a eu la délicatesse de ne pas le préciser, mais sont nés dans sa circonscription. Et le Nord a toujours eu une tradition qui était une tradition d'accueil au niveau social, jusqu'à même à la frontière du Nord de l'Aisne, on pense à Gaudin, au Phalanstère, etc. Et c'est pour ça peut-être qu'on a réussi à trouver, et puis en dehors de l'amitié que nous avons, et la même conviction sociale, on a réussi à trouver une entente sur ce sujet, et je le remercie le Président de l'avoir précisé. Je ne vais pas faire l'injure à cette commission de rappeler le contexte dans lequel nous travaillons, hein, difficultés économiques, difficultés financières, difficultés d'emploi. Et dans ce cadre-là, les caisses d'allocation familiale ont vu un accroissement de leur charge de travail absolument extraordinaire et un élargissement, on peut le dire, de leur mission qu'ils n'avaient jamais connu. On se rappelle, nous pouvons tous nous rappeler, nous députés, dans nos circonscriptions, les fermetures de CAF dont on avait beaucoup parlé, parfois une journée, parfois une semaine, pour régler des problèmes de stock de dossiers, des dossiers de retard, et c'est quelque chose sur lesquels chacun pouvait s'interroger. Il y a eu une augmentation de nombre d'allocataires extrêmement important. Il faut le savoir, depuis ces dernières années, le pourcentage est de 6,1%, mais toutes les études qui ont été faites peuvent pondérer, parce qu'un allocataire ne demande pas le même travail qu'un autre, et on peut penser que les CAF ont eu entre 15 et 20% d'augmentation de charges de travail, de charges de gestion durant ces dernières années. Les CAF ont connu également une évolution de leur mission. Au début, la mission des CAF, c'était le versement simple des prestations familiales. Se sont ajoutées à ces activités de base, mais essentielles, des missions qu'elles exercent au titre de tiers, à savoir l'État, l'AAH, le RSA activité, l'allocation logement, et pour le département, un autre tiers, le RSA socle. C'est-à-dire que maintenant, plus de la moitié presque la moitié des prestations versées ne concernent même plus la famille. C'est-à-dire et la majorité de l'activité des CAF ne concerne plus la famille. C'est-à-dire que 40% des allocataires n'ont pas d'enfants. Et on parle de caisse d'allocation familiale. 40% des allocataires n'ont pas d'enfants. On parlait un petit peu des moyens humains. Nous sommes arrivés avec notre mission en début de COGE, et nous avons été évidemment interrogés par l'ensemble, une bonne partie des gens que nous avons auditionnés sur les moyens humains. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu un renforcement des moyens humains de 700 emplois, dont 500 emplois d'avenir.
que nous avons vues, en partie dans les déplacements que nous avons effectués, et que dans les mois qui viennent, je crois que le rapport est prévu au premier semestre 2015. C'est un rapport de l'IGAS et de l'Inspection générale des finances qui nous dira, et qui dira au CAF, et qui dira aux parlementaires, ce qui me semble également légitime, qui ont l'amitié et le professionnalisme d'écouter ce rapport, dire voilà, est-ce qu'il faut garder ces emplois? Est-ce que ces emplois sont indispensables? Est-ce qu'on est dans une notion qui peut correspondre à ce qui peut être nécessaire pour le fonctionnement des CAF? Ce rapport le dira, et nous avons un certain nombre de préconisations dans ce rapport, dans nos 25 propositions qui peuvent en témoigner. Parfois une inquiétude des syndicats, parfois une inquiétude par rapport aux emplois d'avenir qui se sont spécialisés et qui sont devenus maintenant des spécialistes de la CAF et qui souhaiteraient y rester. Et puis parfois aussi une disparité entre les CAF avec des moyens supplémentaires d'un côté, et c'est ce qui nous a frappé également. Dire aussi que nous avons vu les CAF, dans le cadre de notre mission, devoir faire face à une réforme de grande ampleur qui a été la mise en place du RSA. Ça leur est tombé comme ça d'un seul coup sur la tête, quoi. Et la deuxième chose qui a été extrêmement révélatrice par rapport à un impact immédiat sur une structure comme les caisses d'allocation familiale, c'était la départementalisation. Et en particulier au niveau du Nord, Francis pourrait en parler peut-être même mieux que moi, mais au moins aussi bien que moi, sur un gros département, le fait qu'il y ait 8 CAF, 8 caisses régionales qui se regroupent, peut nuire à une forme de proximité. C'est ce que nous avons essayé de pondérer dans le cadre de ce rapport. La mission donc s'est attachée à prendre en compte un ensemble de tout ce qui nous a semblé nécessaire dans le cadre de notre enquête, à savoir l'accueil des allocataires. C'est quelque chose d'essentiel aussi, avec les possibilités informatiques qui existent maintenant, les prises de rendez-vous. Nous sommes allés, Francis l'a dit, dans 3 caves différentes qui ont 3 attitudes différentes, c'est-à-dire à Bobigny, où là c'est lourd. Et on a vu des difficultés, y compris architecturales. Nous sommes allés à Dunkerque, où là, depuis quelques semaines, se mettait en place justement cet accueil numérique sur rendez-vous, et qui fonctionnait plutôt bien. Et puis une caisse intermédiaire. Voilà, on a essayé de donner notre avis par rapport à ce qui se passait dans le cadre de la numérisation et de la dématérialisation, qui est un élément essentiel, en particulier sur des populations qui ne sont pas forcément les plus à même de maîtriser Internet systématiquement. Nous avons pensé aussi à ce qui pouvait être intéressant dans notre esprit. Nous sommes tous deux maires, encore pendant quelques mois, quelques années, mais les rapports qu'il pouvait y avoir avec les communes, les centres sociaux et les conseils généraux, qui sont un élément essentiel à ce niveau-là. On a effectué, je pense, Monsieur le Président, l'ensemble des auditions possibles. On est même allé un petit peu plus loin, puisqu'on est allé voir des anciens directeurs, on est allé voir des CAF qui nous le demandaient, qui n'était pas forcément nécessaire, mais on a été heureux de les auditionner. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est une grande diversité entre chacune des caisses d'allocation familiale. C'est une diversité qui peut apparaître choquante, mais qui nous apparaît parfois surprenante, mais souvent aussi intéressante. Et c'est ce qu'on a essayé de relayer dans ce rapport. Monsieur le Président l'a dit également, nous avons été frappés par le sérieux du personnel des caisses d'allocation familiale. Ce sont des gens qui prennent leur travail extrêmement au sérieux. Il y a un certain nombre de rapports qui disent qu'il y a un problème de productivité, mais on a senti, chaque fois qu'on y est allé, qu'il y avait un vrai sérieux. Et parfois, je pense à Bobigny, où on allait, les conditions de travail pouvaient apparaître comme assez éprouvantes, surtout en fonction de la conjoncture économique difficile. Nous pensons, le Président et moi-même, qu'il y a un certain nombre d'avancées qui sont aujourd'hui nécessaires dans le domaine de l'accessibilité des caisses, et la dématérialisation. C'est quelque chose qui progresse, sur lesquels il y a des caisses qui sont en avance, il y a des caisses qui ont déjà un certain nombre d'idées ou qui sont capables d'aller plus loin. On pense aussi aux smartphones, aux possibilités qu'il peut y avoir par la téléphonie. Nous pensons qu'il y a une réduction nécessaire des inégalités territoriales, surtout en matière de petite enfance. Les régions de France ne sont pas traitées du tout de la même manière en matière de petite enfance, et là il y a peut-être quelque chose à faire. Nous avons réfléchi aussi à l'accompagnement des rythmes scolaires, c'est quelque chose qui est nécessaire. Les CAF doivent être partie prenante
et faire attention à ce qu'un certain nombre de choses qui existent ne soient pas retirées ou que tout ça se passe dans un ensemble cohérent. Nous avons fait également attention à ce que pouvait penser la Chambre, la Cour des comptes, en particulier au niveau du pilotage général, en particulier par la CNAF. Nous pensons que la CNAF doit avoir une stratégie à moyen terme et développer une comptabilité analytique, ce qui permettrait à la Cour des comptes de valider enfin les comptes des caisses d'allocation familiale. C'est un domaine qu'eux appelleraient sécuritaire et que nous appellerions d'une manière législative de contrôle. Et ça semblerait légitime. Nous prônons dans nos 25 propositions le renforcement du contrôle interne, qui semble quelque chose d'absolument essentiel. Il progresse, soyons clairs, il progresse. Mais peut-être que les moyens humains ne sont pas encore suffisants dans le cadre de ce contrôle interne. Un approfondissement aussi sur la lutte contre, je ne dirais pas les fraudes, mais les indus. Parce que quand on parle de fraude, les indus, on est à 2 tiers, 1 tiers. Hein. Parfois, c'est la caisse qui doit donner de l'argent, qui ne donne pas assez, et parfois, ce sont les allocataires qui touchent trop. Bon, il existe des problèmes de fraude, c'est indéniable, qui restent minoritaires, qui sont parfois organisés. Je crois que la fraude de mémoire, mais je pourrais répondre s'il y a un certain nombre de questions, mais ça doit être 119 millions d'euros, ce qui est assez faible par rapport à ce qui est au versement des caisses d'allocation familiale. Par contre, nous pensons aussi, et dans un certain nombre de propositions, c'est pouvoir qu'il puisse exister un certain nombre de sanctions administratives qui, pour le moment, n'existent pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, rien ne se fait pour 78% des cas. Mais des petites sanctions administratives pourraient régler un certain nombre de petites fraudes mineures qui ne sont pas forcément des fraudes. Bon. Et l'ensemble des indus sont essentiellement dus à la complexité du système. C'est la complexité du système qui crée des indus. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas frauder, ne veulent pas toucher plus ou moins d'ailleurs. Mais il y a une forme de complexité et on a eu un certain nombre d'idées avec le président qui correspondent par exemple à l'AAH, tout ce qui est adulte handicapé. Demander à ce que tous les mois on modifie l'AAH me semble humainement, médicalement, moi qui remplis des dossiers d'AAH, quand on sait qu'il faut 3 mois pour que ça arrive en examen, qu'il peut y avoir une décision, un appel, quand on est handicapé, à mon avis, il n'y a pas d'évolution majeure sur l'année, quoi. Et ça simplifierait sérieusement le travail des CAF. Voilà. C'est une des 25 idées que nous avons eues, et elle me semble humainement, médicalement, administrativement assez légitime. Et enfin, l'une des préconisations sur laquelle on a réfléchi ensemble, c'est le problème des échanges d'informations entre l'ensemble des partenaires, si on peut l'exprimer comme cela, de la CAF. Ça se passe très bien avec les impôts, ça se passe plutôt bien avec Pôle emploi, ça ne se passe pas bien du tout moyennement bien avec les bailleurs sociaux. Et nous préconisons, nous, l'inscription dans la loi du fait qu'il y ait une possibilité pour les bailleurs, une nécessité, une obligation pour les bailleurs sociaux de donner l'ensemble des éléments qui correspondent aux familles, ce qui simplifierait la vie d'une manière absolument exceptionnelle des CAF et qui serait assez légitime. Alors il y a un problème d'informatique parce qu'ils ont 4 ou 5 ou 6 serveurs informatiques ou prescripteurs informatiques, mais l'inscrire dans la loi me semblerait assez nécessaire. Ce serait rendre obligatoire en fait la transmission par les bailleurs sociaux. Alors ils ont un système qui s'appelle Idéal à la CAF et qui peut correspondre à ça, et ça me semblerait plutôt efficace si nous rentrons si ça devient législatif. Voilà. Nous avons souhaité, avec le président, vous proposer 25 propositions, c'est le cas de le dire, 25 propositions pour améliorer le fonctionnement des caisses d'allocation familiale. Je ne veux pas vous faire l'injure de les lire. Je pense qu'elles sont à votre disposition. Et je pense que nous sommes prêts. Et je souhaiterais qu'il n'y ait pas que le rapporteur qui réponde, que Francis puisse répondre également sur ces 25 propositions qui, à mon avis, sont empreintes de pragmatisme, d'humanisme et d'une forme de politique d'efficacité dans un contexte difficile. Voilà, je vous remercie. C'est le dernier orateur. Je vais donc laisser la parole au président et au rapporteur qui se partagent la parole. Donc.
Monsieur le Président me laisse la joie de démarrer et m'assure qu'il va compléter. Alors, bon, merci d'abord de l'ensemble de vos questions qui à la fois nous rassurent par rapport au travail qui est effectué, parce qu'on est arrivé un petit peu dans l'œil du cyclone quand on a fait ce rapport. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un questionnement sur le financement des CAF, qui existe encore. On est arrivé au milieu de la COG ou la COGE, comme on veut, qui est en cours. Donc, en fait, on a fait une espèce d'inspection sur la manière dont ça pouvait se passer. On est arrivé sur un moment où on ne s'y attendait pas, où il y avait la refonte territoriale, et on ne s'y attendait pas non plus. Et donc, et la question, par exemple, sur les pensions alimentaires est absolument révélatrice, parce qu'on ne savait pas non plus qu'il allait y avoir une discussion législative sur le sujet. Donc, on a essayé d'être le plus pragmatique possible dans le cadre de cette COGE et en se projetant sur les années à venir. Voilà. Et en regardant un petit peu ce qu'avait dit la Cour des comptes. En gros, c'est ça. Alors, je vais essayer de répondre à chacun, mais ce qui peut nous réjouir, c'est que l'ensemble des 25 propositions correspond globalement à l'ensemble de vos questions. Pour la plupart d'entre vous, et s'il y a quelques questions qui en sortent, j'en vois pas énormément. J'y répondrai peut-être après si je les ai oubliés. Mais la proposition 1, par exemple, qui correspond à la question d'Arnaud Richard sur les conseils généraux, etc. Nous, ce qu'on a souhaité et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des départements qui facturaient et qui payaient. Le département du Nord, je crois que c'est 200 000 euros de mémoire, c'est ça, à peu près ? Oui, voilà, qui payent, mais bon... Un petit peu au petit bonheur la chance, on n'est pas certain. Il y a des départements qui ne payent pas. C'est-à-dire que le service rendu par la CAF n'est nullement financé, puis objectivement financé. Et ça pose un problème. Et il y a d'autres départements où on dit, vous avez des rapports avec le Conseil général, ils vous payent pour votre prestation ? Oh bon, non. Voilà. Et donc ça ne peut pas aller. Donc ça répond un petit peu, et peut-être que Francis y répondra mieux que moi, mais la deuxième question qui se pose aussi, c'est l'insertion. Il y a un certain nombre, dans le département du Nord, 93% des dossiers RSA sont instruits par le département. C'est-à-dire que les gens voient au moins une fois l'allocataire. Dans le Pas-de-Calais, c'est 40%. C'est-à-dire que ces gens, ils ne sont vus par personne. Donc où est l'insertion ? Ils ne sont vus par personne. C'est quelque chose de terrible, on n'a pas d'insertion. Sur les moyens nécessaires, pour répondre à Marie-Françoise, la COGE, pour le moment, c'est notre sentiment. Et on n'a pas eu de retombées sur le terrain. On pense qu'ils ont les moyens, pour le moment, de tenir le coup, et ils ont été assez remarquables par rapport à l'augmentation des charges qu'on leur a demandé, quoi. Le RSA leur est tombé dessus. Franchement, chapeau. Ils ont réussi à gérer ça d'une manière assez exceptionnelle. Et ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. La difficulté, c'est suivant les secteurs, suivant malheureusement les locaux à leur disposition, c'est la difficulté d'accueil. À Bobigny, par exemple, l'architecte qui a fait ça pourrait être pendu, quoi. Voilà. C'est pas gérable, quoi. C'est pas admissible. Par contre, il y a des endroits où ça se passe merveilleusement bien. Et pour répondre aux questions sur la dématérialisation, nous étions inquiets aussi avec Francis sur le fait qu'un certain nombre de nos populations, avec la fracture numérique, ne pouvaient pas s'en sortir. Dans les endroits, c'est plutôt bien fait. C'est assez pédagogique, il y a des agents d'accueil. On s'est inscrit nous-mêmes dans des bornes pour faire le circuit, etc. Ça va plutôt pas trop mal. Et maintenant, les expérimentations qui existent au niveau des smartphones fonctionnent très très bien. Et pas seulement chez les jeunes. Il y a aussi et il y a encore l'accueil sur rendez-vous qui fonctionne plutôt bien. J'ai pas une énorme inquiétude par rapport à ça, alors que celle-là, je l'avais avant, en pensant vraiment que ça n'allait pas fonctionner. Le pilotage des caisses nationales, qui était une question aussi importante, parce que c'est là où tout réside, quoi. L'ancien directeur de la CNAF que nous avons rencontré nous a dit qu'il y avait une grande différence entre les pilotages qui existent dans d'autres organismes comme l'emploi ou caisse de santé. Là, il y a un pilotage qui est beaucoup moins visible. Il y a moins d'autorité. Il y a moins de directives après la COGE. Et donc, dans notre rapport, on propose qu'il y ait une chose, qu'il y ait une volonté d'aller un petit peu plus loin, et cette fameuse comptabilité analytique qui permettrait de voir où on en est, qu'est-ce qui coûte et comment ça peut fonctionner. Et ça nous semblera quelque chose d'important. Sur les sanctions administratives, je ne sais plus qui m'avait posé la question. C'était Madame Louvagie, je pense, oui. De mémoire, pour l'avoir noté dans une audition, on souhaitait, nous, une gradation des sanctions parce que 60% des plaintes sont classées. Ce sont des bricoles.
On les instruit, ça passera à la trappe. Donc s'il y a une possibilité d'avoir des sanctions administratives légères, mais qui seraient un petit peu pédagogiques, qui expliqueraient un petit peu les choses, je pense qu'on progresserait beaucoup, alors que là, il y a soit un laisser-aller total, soit on parle dans la fraude organisée et dans les choses beaucoup plus trop dures, et parfois trop dures par rapport à des gens qui n'ont rien fait de mal, quoi, et qui ne se sont pas rendus compte que ça fonctionnait comme ça. Sur la simplification, la volonté qu'on a que les bailleurs participent eux aussi à l'information, les CAF ont du mal à fonctionner quand elles n'ont pas l'ensemble des informations. Et c'est pour ça que le système belge, qui s'appelle Carrefour, est un système exceptionnel dont on pourrait s'inspirer. C'est-à-dire que là, tout arrive, avec le respect informatique et liberté nécessaire à la République. Et si on pouvait s'inspirer un peu plus de tout, la CAF a un ensemble, il y a un nom, et tout y est, quoi. Et on sait exactement comment ça se passe. Nous, pour aller chercher, enfin, nos CAF à nous, pour aller chercher des informations chez les bailleurs, boulot, quoi. Ils ne sont pas forcément les plus volontaires. Alors, l'autonomie territoriale, c'est Arnaud Richard qui m'a posé la question. Nous, ce qu'on pense, et ça répondra en même temps à la départementalisation, mais je pense que Francis pourra répondre mieux que moi, parce que on considère que, par exemple, dans le Nord, compte tenu du nombre d'habitants, les 8 caisses réunies, compte tenu aussi du fait que le cœur de l'action de la branche famille par rapport à la jeunesse en particulier, ce sont les actions locales, il faut impérativement que sur un bassin de 200 000 habitants, il y ait une autonomie possible. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tous la même chose. À M, à Saint-Paul, on ne fait pas la même chose. Parce qu'on a des habitudes traditionnelles, parce que chez moi, il y a eu des patronages laïques, parce qu'ailleurs, parce qu'il y a des endroits en France où il fait plus beau que dans le Nord. Et moi, mes gosses, ils ne vont pas forcément en vacances. Voilà. Et donc, on considère qu'il faut continuer à garder une forme d'autonomie territoriale. C'est l'idée de Valérie Létard, d'ailleurs, qu'elle défendait à l'époque, et qui est une idée, à mon avis, fort juste, qu'on a auditionnée. C'est gardé, mais Francis en parlera probablement mieux que moi. Les caisses d'allocation familiale sur le RSA, oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence énorme. Il y a... à Beauvais, on est allé à Beauvais, les rapports entre le Conseil général et la Caisse, c'est inexistant. Inexistant. Et en plus, il y a une disparité parce que la Caisse de Beauvais, au nord, c'est rural, en bas, c'est urbain. Voilà. Et donc, c'est encore complètement différent. On a proposé aussi une participation, la proposition 9, mais très rapidement, des fournisseurs d'énergie. Alors, c'est la loi NOM, ça nous intéresse, ou nommer comme on veut. On a constaté que EDF a toujours participé au financement du logement. Les autres ne l'ont pas toujours fait, Poweo, etc. Maintenant, ils sont obligés de le faire, mais uniquement sur un conventionnement, et on ne sait pas combien ils donnent. Donc ce serait bien que ce soit un petit peu référencé. Les contrats de ville, en effet, je pense que c'est essentiel. Les caisses d'allocation familiale doivent s'investir, il y a une question, et elles sont en train de se barrer gentiment, et donc, elles sont en train de s'extraire du système, et ce n'est pas légitime parce qu'elles font vraiment partie prenante. Alors il y a des secteurs où les caisses le font bien, de la proximité. Bon, alors sur la question sur l'ADF, nous eussions dû les recevoir, mais ils se sont décommandés, ils n'étaient pas là, mais ils nous ont donné une contribution, l'ADF. Donc on les a reçus. La spécificité, je viens d'en parler. La spécificité aussi sur la programmation pluriannuelle, c'est-à-dire qu'on constate que dans des secteurs, quand il y a trop d'appels à projets. Et arrive un appel à projet, et le centre social, il y a un type qui travaille quasiment 1 an pour répondre à l'appel à projet. C'est-à-dire qu'on salarie quelqu'un pour qu'il puisse avoir la qualité et l'expertise pour répondre à l'appel à projet, ce qui est ridicule. Alors que si on avait une programmation pluriannuelle pour des gamins, on signe pour 3 ans et c'est réglé, et la personne, au moins pendant 2 ans, elle peut faire quelque chose d'autre. Les moyens sociaux, je l'ai dit. Alors, une question sur les crèches mixtes collectivités locales entreprises. L'idée est venue bêtement, c'est parce qu'on est à la Caisse de Lille, et puis j'ai vu qu'il y avait une crèche d'entreprise à la CAF. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, il y en a une à la CAF, mais il n'y en a pas partout. Et il y a une crèche à Croix, à M ou à Croix, où une entreprise monte une crèche, et la structure est largement suffisante. Et donc, on pourrait faire une mixité entre l'entreprise locale et la collectivité, ce qui permettrait d'avoir en plus une mixité sociale qui n'est pas désagréable. Et ça, ce serait quelque chose qui serait nouveau et qu'il faudrait encourager.
Les rames, la question sur les rames. Alors pourquoi les rames? Parce qu'on a visité le RAM de ma commune. Voilà. Et là, moi j'ai 220 assistantes maternelles et elles sont toutes inscrites au RAM. Et ça crée une ambiance absolument extraordinaire, quoi. Alors il y a de l'accueil d'urgence. Alors pour répondre à Martine Carrion-Couver, il y a de l'accueil spécialisé handicapé qu'on a rarement dans les assistantes maternelles, en urgence, etc., enfants malades, etc. Et donc moi j'ai proposé que dans le cadre de l'agrément, quand c'est possible, pour répondre à votre question, parce qu'il y a une différence entre ce qui est urbain et ce qui n'est pas urbain. Moi, je conçois, quand on habite à 60 km d'une ville où il y a un relais, c'est pas possible d'y aller, quoi. Mais dans un secteur urbain, dans le cadre de l'agrément, l'inscription à minima à un relais assistante maternelle me semble pas mal, ne serait-ce qu'au niveau médico-légal, sur les premiers secours, etc. Il y a plein d'assistantes maternelles qui n'ont pas ces notions-là. Faire passer un diplôme de premier secours à une assistance maternelle, c'est pas ridicule non plus, quoi. J'avais d'autres questions, mais il y en a plein. Les rythmes scolaires, oui. Les rythmes scolaires, ça a été une de nos interrogations. C'est la plupart des maires qui nous ont écrit est-ce que les rythmes scolaires ne vont pas nous manger un peu de ce que nous on fait, nous, par rapport à nos centres sociaux, etc. Il faudra être prudent. Parce qu'il y a des communes qui sont parties dans des centres sociaux et des choses qui sont absolument extraordinaires. Il ne faut pas que cet argent soit retiré. Par contre, là où on a un petit repli, Monsieur le Président et moi-même, c'est qu'il y a des choses qui ont été gelées. C'est-à-dire que tout s'est arrêté. Pas partout. Alors pas partout. Il y a des endroits... où ça, Monsieur le Président ? À Paris, il me semble. À Paris, Monsieur le Président a lâché le morceau. Donc à Paris, il y a une dérogation assez exceptionnelle, je ne sais pas pourquoi. Eux, ils ont le droit à tout. Mais nous, on n'a pas eu le droit. C'est-à-dire que rien n'a été gelé. Par contre, en province, tout a été gelé. Et c'est dommage, même pour l'image qu'on pouvait se faire des rythmes scolaires, parce que ça a déjà péjoré l'action politique du rythme scolaire, parce que les maires se sont dit « Oh là là, on va me prendre mon argent, et qu'est-ce que je vais faire avec mes centres sociaux ?» Et ça s'est passé comme ça, et ça a été un petit problème. D'autres idées... oui, on parle du handicap, mais en effet, quoi. Si jamais on pouvait se mettre tous ensemble et inscrire dans la loi cette histoire où on supprime la gestion trimestrielle, non mais ces gens qui sont obligés, handicapés, de refaire le dossier tous les mois, aller voir le docteur, repasser par le truc, quand on sait ce que ça représente, non mais... Alors, en général, un handicap, il ne s'améliore pas forcément rapidement. Il a plutôt une tendance à s'aggraver, malheureusement. 1 an, c'est quand même le minimum, quoi, voilà. Et je ne sais pas pourquoi on est passé au trimestre, etc. Après, la minoration pour les chômeurs, c'est le même système. On va gagner de l'argent dans les CAF. Et tous les employés qu'on a vus et les chefs de service nous ont dit qu'on allait gagner de l'argent par exemple, si on trimestrialise un certain nombre de choses, plutôt que de faire tous les mois, on change. Mais pour 20 €, pour 50 €, pour un type qui a retrouvé un boulot pendant 3 semaines. Et eux, ils ne s'en sortent pas. Et ça génère des indus, pour répondre à votre question. Et il y a beaucoup plus d'indus qui sont dus à des déclarations qui sont plus gérables, tellement ça va trop vite, que d'indus dus à la fraude réelle. La fraude réelle existe, c'est 119 millions d'euros, c'est pas négligeable. Là, il faut tirer au coup de fusil, ça, je suis entièrement d'accord. Et si on peut avoir des... Non, mais je veux dire, symboliquement... par contre, si on peut avoir des petites sanctions administratives... Il y a un écologiste. C'était symbolique, monsieur. C'était symbolique, je m'en excuse. On l'avait bien compris. Je m'en excuse. Mais par contre, les sanctions administratives modérées peuvent régler un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, j'ai essayé de le faire. Mais sinon, Francis va faire le reste. Merci. Alors, il y a deux choses. Il y a des caisses où ça se passe bien, apparemment, pour être objectif. Il y a des caisses où ça se passe bien. Il y a des caisses où ça se passe moyennement bien. Exemple, celle qu'on a visitée dans l'Oise, c'est parce qu'il y a une grande différence entre le côté rural et le côté urbain. Et puis, il y a des distances. Et puis, ils ont gardé 2 centres de décision. Et il y a des caisses où ça nous semble, nous, plus difficile, parce qu'avec près de 600 000 allocataires comme dans le Nord, avec des bassins extrêmement différents, il faut qu'il y ait une possibilité de décision de proximité. Et ça nous semble... Mais essentiellement, pas pour ce qui est prestations traditionnelles, mais pour ce qui est FNAS, quoi, pour tout ce qui est action sociale, cœur de métier. C'est-à-dire qu'à Saint-Paul, à M, il n'y a peut-être pas les mêmes habitudes, les mêmes choses. Voilà. Et nous, on défend un petit peu sur la proposition, c'est sur un bassin de 200 000,
qu'il puisse y avoir une forme d'autonomie de caisse d'allocation. 200 000 quand même, ça me semble raisonnable, quoi. Donc la départementalisation a probablement amené des choses, mais on a perdu en proximité, en particulier quand on parle de CUX. Le CUX, il ne peut pas être réglé au niveau régional, quoi. C'est pas possible. Ça me semble impossible. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Je sais que vous avez une conférence de presse pour présenter votre rapport dans quelques minutes. Madame Poletti demande la parole 1 minute 30. 1 minute 30, mais ils n'auront pas le temps d'y répondre. Même pas 1 minute 30, c'est justement, ça a un lien avec la départementalisation et surtout la décision des conseils d'administration dans les caisses d'allocation familiale, puisque dans mon département, le conseil d'administration de la CAF refuse de financer des aides aux investissements quand les projets de crèche sont portés par le privé. Donc on est sur une position qui n'est pas du tout en rapport avec la définition telle qu'elle a été faite au niveau national, et la plupart des départements donnent des aides à l'investissement, mais bon, chez moi, le conseil d'administration est fait comme ça. Donc je voulais savoir si vous aviez rencontré cette problématique et si vous aviez des choses à proposer par rapport à ça, parce que malgré tout, la réponse privée, même si elle est privée, parfois elle répond à un vrai besoin dans les territoires. Alors, pardon, excusez-moi, Madame la Présidente. Je n'ai pas attendu que vous me donniez la parole. On a une proposition qui est intermédiaire, mais qui permet c'est-à-dire des crèches privées publiques. C'est-à-dire que ça fonctionne bien dans un bon nombre. Disons, une entreprise fait sa crèche et elle peut faire plus grand, et elle peut faire sans que ça coûte beaucoup plus cher, et elle peut faire au niveau du quartier. Et le quartier, en général, vit autour de l'entreprise, ça peut arriver. Donc, et des crèches comme à Croix, comme à M, c'est un peu le système du Nord, hein, l'ancien système textile, ça existait comme ça aussi. C'est une possibilité. Le pur privé est parfois difficilement acceptable par un certain nombre de conseils d'administration. Oui, mais je le conçois, ou pas d'ailleurs, mais... oui, mais la notion privé-public sur une institution et une entreprise, ça marche super bien. Et il y a une belle mixité aussi. Et les papas et les mamans qui viennent amener leurs enfants qui n'ont pas de travail, quand il y a peut-être un peu de travail dans l'entreprise, eh bien, ils en trouvent peut-être aussi. Voilà. Il y a un exemple, page 65. Il y a un exemple, page 65 de notre rapport. Bien, merci. Nous allons désormais nous prononcer sur la publication du rapport de cette mission d'information, qui est d'avis d'autoriser la publication. L'autorisation de publication est donnée à l'unanimité de la commission. Encore bravo pour votre travail, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Merci.